Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus ici au centre événementiel de Courbevoie, Festival Atmosphère, 9e édition. Et oui, on a commencé en 2011 à côté, à Carpeaux. On était quelques illuminés et puis depuis, le festival a grandi. Et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins seul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la société verdit. Tout le monde, beaucoup d'entreprises deviennent écolos, durables, responsables. On a même un pétrolier qui nous donne des conseils d'économie d'énergie. C'est vrai que ce n'est pas Versailles ici. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que tout ça est vert foncé, vert clair, vert pâle? Et en même temps, vu l'urgence de la situation qu'on décrit depuis de très très nombreuses années, j'ai envie de dire, l'essentiel c'est que les choses se passent, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et en même temps, j'ai la conviction que pour que ce soit durable, justement, eh bien, il faut que cet engagement soit à un moment donné conscient et éthique, sinon on n'y arrivera pas. Et encore une fois, on se sent de moins en moins seul. Beaucoup de Français mettent la collaboration, la solidarité, la compassion, le partage comme valeur cardinale. 8 millions de Français sont bénévoles. Vous en faites certainement partie, 8 millions. Donc on n'est vraiment pas seul. Et à Atmosphère, on est là justement pour inspirer, susciter des vocations en provoquant le débat. On n'est vraiment pas donneur de leçons. On a à notre disposition plusieurs outils, des films de cinéma, documentaires, de la fiction, des comédies, des films engagés. On a des artistes qui viennent et puis les plus éminents scientifiques qui nous rejoignent sur ces scènes, que ce soit ici ou à côté à Carpeaux et puis également dans la salle 300. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la semaine. Et parmi les artistes que nous avons cette semaine avec nous, nous avons la chance d'avoir une académicienne. C'est notre marraine cette année. Alors, je déroge au protocole et monsieur le maire ne m'en voudra pas car elle sera sur scène dans une vingtaine de minutes à Paris, mais elle a voulu être là pour l'ouverture du festival pour vous dire un mot. Donc, merci d'accueillir Blanca Lee. Bonsoir Blanca. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, on est particulièrement honorés. J'ai dit que vous étiez académicienne puisque depuis cette année vous êtes à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, je suis la première femme chorégraphe académicienne. C'est pas trop tôt. Blanca, une question rituelle. Avant de vous demander de me montrer les pas de salsa, avant tout, surtout, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être marraine de ce festival? Parce que pour moi, c'est très important. Je pense que pour nous tous aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'agir. On doit être conscient de notre environnement. On doit travailler, on doit changer les choses. Et c'est qu'en commençant par faisant des choses comme ça, des petits gestes chez nous, dans la vie de tous les jours, et qu'on va changer notre monde. Donc tout ce qu'on peut faire, moi je suis pour, et ce festival il est magnifique, parce qu'il y a des scientifiques, il y a la jeunesse, il y a des artistes, et tous ensemble on a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à faire. Alors nous, ce qu'on aime faire, c'est justement associer l'art et la science. On va en parler dans un instant puisque vous serez demain sur cette scène pour... Demain je danse. Et oui, demain vous serez là sur cette scène, vous pourrez la retrouver pour les fameux Laborigines de Marie-Odile Manchicourt. On va en reparler dans un instant, mais les questions d'écologie, d'environnement, de développement durable, enfin ces questions de conscience en fait, de faire un avec la Terre font partie de votre réflexion d'artiste, puisque en 2017 vous avez créé ce spectacle qui s'appelle Solstice. Je propose de regarder un extrait puis on en parle juste après.
Voilà, Oui, donc, j'espère qu'on va pouvoir le faire dans ces plateaux magnifiques. mais oui, tout à fait. Vous découvrez ce théâtre, Oui, je Blanca. découvre ce théâtre. Il est incroyable, il est fantastique, vraiment. J'ai l'impression que vous allez revenir pour jouer Ouais, ici. ah ouais, Il y a des je vais chances. venir tous les jours. Juste un mot sur ce spectacle Solstice. Oui, justement, ce spectacle est surgi parce que je me disais qu'en tant qu'artiste, il fallait que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai fait le mieux, c'est de parler à travers la danse. Donc, je me suis dit, je vais faire un spectacle justement qui parle d'environnement, de la relation de l'ombre à la nature, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette relation et une réflexion vraiment de notre monde. Et pour ça, j'ai travaillé sur les éléments. Donc, avec les danseurs, je les ai dit, voilà, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de parler de ça. Je pense qu'on a tous besoin. Dansons pour parler de notre monde, de la terre, de l'environnement. Et on s'est beaucoup inspiré de l'élément parce que c'était une base de départ justement pour parler de notre relation avec notre monde. L'eau, qui est si important, ça peut être la pluie magnifique, ça peut être on nage dans la mer, mais ça peut être aussi les inondations, ça peut être aussi merveilleux que terrible, et tous les déséquilibres qu'on est en train de provoquer peut être très dangereux aussi pour notre monde. Et donc on a parlé beaucoup de la pollution, qui est un thème qui m'inquiète beaucoup, la pollution à tous les niveaux, qu'on provoque justement par notre mode de vie qui doit être changé. Et voilà, ça fait 2 ans qu'on tourne avec Solstice. Ça continue à tourner. C'est un spectacle que j'aime beaucoup parce que c'est ma manière d'agir et de parler justement de notre monde. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Blanca. Et on est particulièrement touché que malgré vos obligations artistiques de la soirée, vous ayez tenu à être là ce Je ne soir. pouvais pas manquer, Merci. je suis la marraine. Sans Oui, marraine, mais bon, c'est pas possible. Quand même, il faut le Voilà. souligner. Merci beaucoup. Merci. À Blanca. demain. Merci. Blanca sera donc là demain, je vous le disais, à partir de 20h30 dans ce spectacle si singulier créé par Marie-Odile Monchicourt, qui est avec nous ce soir, bien sûr. Elle symbolise exactement ce que ce festival, elle arrive à associer sur la même scène des artistes et des scientifiques, et parmi les plus éminents scientifiques français, et ce sont des sommités mondiales dans leur domaine. Et donc demain, alors le thème, la question, c'est toujours des thèmes, j'ai l'impression de lire un devoir de philosophie, mais après c'est passionnant. Et demain, un défi pour Homo sapiens. Voilà le titre mystérieux de ce Laborigines de Marie-Odile Monchicourt. Et donc demain, Blanca Lee sera là dans cette rencontre entre les artistes et les scientifiques sur cette scène à 20h30. Donc on remercie encore une fois Blanca, et vous pouvez encore une fois l'applaudir. Merci à vous. Alors samedi, on vous propose une après-midi consacrée à l'espace avec un long métrage à 15h et l'European Space Talk à 17h30 en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et avant de vous parler de cet après-midi, voici la bande-annonce de Proxima d'Alice Winocourt qui sera donc projetée ici même à 15h en avant-première nationale. 5, 4, 3, 2, 1. I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey. T'attends pas la lumière. Aye, aye, Captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой. I think you ought to ask him to lighten your load. What do you know about my core skills? T'es là? Ça va pas, non, tu m'as fait peur. There's no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu le manques.
Voilà, donc samedi après-midi, le film sortira sur les écrans en France le 27 novembre et vous l'aurez en avant-première samedi à 15h. Et puis juste après, à 17h30, j'animerai ici même l'European, toujours un accent extraordinaire, European Space Talk, donc sur la vie dans l'espace avec l'Agence spatiale européenne. On se tourne de plus en plus vers les étoiles, certes pour malheureusement aller exploiter les minerais peut-être sur la Lune, sur Mars, mais aussi parce qu'on se demande si, à un moment donné, comme ça va devenir invivable ici, on ne pourrait pas installer des colonies ailleurs. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être évoquées, mais avant tout, ce sont ces missions spatiales de tous ces scientifiques. Et donc, ce sera à 17h30 ici avec les scientifiques de l'Agence spatiale européenne. Et j'animerai cette discussion participative. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une table ronde, ce n'est pas une conférence. C'est en échange avec la salle. C'est pour ça qu'on a ce terme European Space Talk. Je l'animerai avec Nathalie Meuzy, qui est la directrice de la communication de l'ESA. Ce festival existe, je vous l'ai dit, depuis 2011 et il ne pourrait pas exister sans son premier parrain, sans son premier soutien, sans une personne qui y a cru dès le début, même quand on était une bande d'illuminés au tout début. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur le maire de Courbevoie, Monsieur Jacques Kosowski. À chaque fois, j'ai envie de faire la musique de Sacrée Soirée, mais j'ose pas. Non, je n'ose pas. Merci Sébastien. Oui, c'est vrai, quand vous êtes venu les premières fois, il fallait y croire, c'est vrai. Eh bien, on ne regrette pas, croyez-moi. Et Pascal, quand il est venu défendre aussi en même temps, disons, son projet, on s'est dit avec Bernard Accard, parce qu'on n'est pas tout seul dans une mairie, on a aussi des adjoints avec lesquels on peut compter, et puis des conseillers municipaux, on s'est dit on a eu raison. Je crois qu'aujourd'hui, on ne regrette pas. C'est la 9e, c'est pas Beethoven, mais bon. Si vous pouvez l'applaudir, hein, 9e édition. Non, mais... On verra pour demain, mais pour le moment, on est au moment présent. Voilà, je ne franchis pas les frontières comme il ne faut pas le faire. Sinon, monsieur le délégué général, fondateur, cher Pascal, chers parrains et marraines du festival, mesdames et messieurs et chers courbevoisiens, plusieurs fois, au cours de leur histoire, les sociétés humaines ont payé un lourd tribut des menaces qu'elles avaient choisi d'ignorer, guerre ou épidémie, nourrissant d'ailleurs toujours l'espoir, par quelque naïveté perverse de pouvoir en échapper. Elles en sont ressorties souvent exsangues et hébétées, mais rarement plus humbles et plus sages. Notre capacité à nous reconstruire a pu nous aveugler et entretenir l'illusion que nous, humains, pouvions renaître, disons, de tous les gouffres. Aujourd'hui, nous ne devons pas céder à la naïveté. Le changement climatique est un péril total. Ce qualificatif que Clausewitz appliqua en son temps à la guerre s'applique bien aussi au phénomène que nous connaissons aujourd'hui, qui porte en lui les germes d'une altération profonde de nos sociétés. Par votre participation à cette 9e édition du Festival Atmosphère, vous démontrez cependant qu'une conscience écologique persiste et même qu'elle s'affirme. C'est pourquoi je suis très heureux de vous accueillir au centre événementiel de Courbevoie et de vous voir si nombreux pour animer ce festival. On aurait pu croire en effet que, depuis 30 ans, que les experts internationaux du climat se réunissent au sein du groupe international des experts pour le climat, depuis 15 ans que la Charte de l'environnement a été inscrite dans la Constitution française, depuis 8 ans enfin que le Festival Atmosphère existe, 8 ans je tiens à le dire, merci d'applaudir pour tous ceux quand même qui le font exister, vous nous faites applaudir, je voudrais qu'on vous applaudisse aussi. Or, oui, depuis tout ce temps, nous aurions pu penser que le développement durable serait devenu un sujet du passé. Mais nos modes de vie ont-ils changé pour autant? Non, dans leur ensemble. En revanche, les risques environnementaux qui pèsent sur nous en ont pris une toute autre mesure. La notion même de développement durable est désormais côtoyée dans le débat public par celle de résilience. Que signifie ce terme? Que certains changements environnementaux sont désormais irréversibles et que nous devons nous y adapter. Et face à un tel état des lieux, on peut comprendre la mobilisation inédite que suscitent ces enjeux aujourd'hui, particulièrement d'ailleurs chez la jeunesse. Les générations précédentes ont toutes pu grandir en se projetant vers l'avenir. Cette génération grandit en se protégeant du pire. Il est naturel que le sentiment d'injustice fasse naître un engagement dans la visibilité. La candeur peut-être en agace certains, mais posons-nous la question. N'est-ce pas la juste compensation d'un immobilisme qui mériterait tous nos blâmes?
à moins que cette inertie mondiale ne reflète la peur de laisser échapper, par une inflexion de nos modes de vie actuels, l'aveu des erreurs du passé. Pour ma part, je vois avec intérêt cette jeunesse que l'on voudrait continuer et confiner à son rôle de génération de l'avenir, s'affirmer aussi comme une génération du présent. Ce sont les germes fertiles d'une conscience citoyenne. Et à cet égard, je ne suis pas loin de partager l'avis de Cédric Villani, qui m'a d'ailleurs fait l'amitié de venir me rencontrer lundi, et qui a déclaré qu'il préférait voir une jeune fille faire preuve d'un excès d'émotion plutôt qu'un chef d'État comme Donald Trump faire preuve d'un excès de cynisme. En définitive, voilà la question que nous pose Greta Thunberg. Est-ce l'âge de cette jeune fille qui nous dérange? Ou la liberté totale qu'elle s'arroge dans son discours? Platon, je cite à dessein un philosophe des idées, contrepoint toujours salutaire pour penser un monde matérialiste. Platon, donc, dans La République, interroge la place donnée à l'audacieux dans la cité. Faut-il craindre l'audace, demande-t-il, parce qu'elle menace l'organisation de la société? Eh bien, je me risque de répondre en toute modestie, mesdames et messieurs, que face au péril total que constitue le changement climatique, la passivité représentera toujours un danger plus grand. Je crois que nous avons un rôle à jouer collectivement. J'ai la conviction que nous, métropolitains, sommes particulièrement responsables car nous connaissons beaucoup de ressources poussant l'exploitation agricole et industrielle au détriment d'un environnement qui s'épuise, faisant affluer par millions de tonnes de marchandises à l'autre bout du globe. Par le même comportement, nous générons mécaniquement un volume de déchets qui, s'il peut laisser insensible à l'échelle individuelle, dépasse l'entendement à l'échelle collective. Apprenez ainsi qu'à Courbevoie, nous avons collecté 18 000 tonnes d'ordures ménagères l'an passé, l'équivalent de 65 Airbus A380. Et à ce rythme-là, d'ici 15 ans, nous aurons récolté une quantité de déchets équivalente au poids de la Grande Arche. À cet égard, je salue sincèrement l'initiative de Pascal Signolet, qui organise demain à 18h une table ronde intitulée « Agir local ». Elle réunira des Courbevoisiens qui s'investissent personnellement pour construire un futur durable. J'espère vous y voir nombreux. Ces chiffres, mesdames et messieurs, sont immenses. Ils sont à la hauteur de notre responsabilité. Et ils mettent aussi en lumière notre vulnérabilité. Car ce sont nos échanges économiques, notre consommation, notre position au bout de la chaîne de production que menace justement le changement climatique, et ce dans les secteurs de première nécessité. Quand nous achetons de la nourriture et des vêtements, quand nous consommons de l'énergie, gardons à l'esprit que cela a été produit pour nous ailleurs. Nous, les territoires urbains, nous croissons, nous générons l'activité économique grâce à des moyens d'existence que nous importons. Nous devons rester conscients de cette fragilité. L'impact des chocs environnementaux sur la vie est une réalité. Il se manifeste déjà dans des métropoles plus étendues encore que celles de notre continent. Je pense à l'Indonésie, où le gouvernement a décidé, pour des raisons économiques et environnementales, notamment la montée des eaux océaniques et l'épuisement des nappes phréatiques, de déménager une partie de sa capitale, Jakarta, 30 millions d'habitants, vers une autre île de l'archipel. Même à une toute autre échelle, cet exemple nous invite à considérer que pour lutter contre le changement climatique, la responsabilité n'incombe pas aux États seuls. En France, villes, départements et régions représentent plus des 2/3 des investissements publics. À moins de penser que la résilience au choc climatique puisse être mise en œuvre sans une politique d'équipement public adéquate, comment croire que les collectivités peuvent se tenir à l'écart des enjeux environnementaux? Chacune d'entre elles est dépositaire d'une fraction de cette énergie nécessaire aux changements globaux, à commencer par les communes, parce que notre mandat nous impose de préserver la salubrité publique. Nous, les maires, nous pouvons interdire l'utilisation des produits phytosanitaires tels que le glyphosate. Nous, les maires, nous pouvons végétaliser notre cadre de vie en veillant à diversifier les espèces pour les rendre plus résistantes face aux maladies. Nous, les maires, nous pouvons favoriser la consommation de produits alimentaires responsables et encourager l'innovation agricole, notamment l'agriculture urbaine. Nous, les maires, nous pouvons nous appuyer sur les outils de mesure de plus en plus performants qui nous aident à réduire la consommation d'eau et d'énergie. Et enfin, nous, les maires, nous pouvons anticiper les conséquences des chocs climatiques comme les pics de canicule en adaptant l'ouverture et la capacité des services et des lieux publics. Et tout cela me laisse optimiste
quant à notre capacité à surmonter ensemble les défis du climat et du changement climatique. D'un mot, permettez-moi de renouveler mes remerciements aux parrains et marraines de l'événement. Jean-Pierre Bibring, qui nous a fait l'amitié d'une interview dans le Courbevoie Magazine, Sébastien Follin, dont la fidélité nous honore année après année, et tout particulièrement à Blancali, dont vous venez de parler, qui nous a fait le plaisir de participer à cette cérémonie d'ouverture, malgré son emploi du temps très serré. Après Platon, je citerai un autre penseur d'importance dont les mots prononcés dans un siècle marqué par la question sociale résonnent avec d'autant plus de clarté aujourd'hui que nous voilà confrontés à ce que l'on pourrait nommer la question écologique. En rentrant de l'université de Berlin, chacun peut ainsi lire cette phrase de Karl Marx. « Les philosophes n'ont fait qu'emprunter diversement le monde, il est temps de le transformer. » Voilà, Sébastien, ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté, c'est toujours un grand plaisir d'être là. Et vous avez pu remarquer que je pense que c'est les maires à l'échelon national et international qui peuvent faire quelque chose. N'attendons pas que les gouvernements le fassent. Je pense que si nous tous ensemble, on pouvait déjà en France et déjà en Europe et dans le monde faire quelque chose, ça repose sur nous et il faut le faire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur Jacques Kosowski. Et c'est vrai que 36 000 communes en France, eh bien, au niveau local, ça fait 36 000 petits gouvernements qui peuvent déjà agir. Et demain à 18h, ici, dans la salle 300, il y aura donc cette table ronde avec monsieur le maire et une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer qui s'appelle Agir local. Alors, le monde numérique fait partie depuis le début de nos préoccupations. Et cette année, on vous propose un film à sketch torride, me dit-on, qui s'appelle Selfie. Ce sera samedi à 17h, encore une avant-première, à Carpeaux. Voici la bande-annonce. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie. Mais j'ai pas de problème, moi. Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 €. Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs. Et je le fais pour une comédie française sur 2. Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous. Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse. Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra là? Tout le monde s'en branle de nous. Merde! C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues là. Voilà, donc Selfie, ce sera samedi à 17h à Carpeaux. N'oubliez pas de me mettre une bonne note sur TripAdvisor à la fin de la soirée. S'il vous plaît, je compte sur vous, sinon Pascal ne me rappellera pas l'année prochaine. Samedi, et d'ailleurs tout ce festival va faire un focus sur la jeunesse, puisqu'évidemment avec Selfie, on parle de ce monde numérique qui concerne entre autres la jeunesse, mais pas seulement bien sûr. Le film sera précédé par une présentation de l'association Moteur, une association qui m'est chère, qui travaille sur l'inspiration auprès de la jeunesse, avec un concours national qui est lancé chaque année auprès des jeunes de 12 à 22 ans, et leur demande d'utiliser leur téléphone, en fait totalement l'inverse de ce qui est montré dans cette bande-annonce et dans ce film, mais avec une vraie utilité, une utilité vertueuse de ce film, non pas de retourner le téléphone vers eux et de faire des selfies, mais de le tourner vers les autres et de s'en servir pour rendre hommage à des personnes inspirantes autour d'eux. Donc le film sera précédé par quelques films de ce concours Moteur, et Moteur aura également demain soir, oui vendredi, à 20h30, ici même dans la salle 300, eh bien, un moment de 45 minutes avant la soirée de court-métrage. Et pour en finir avec la jeunesse, eh bien, samedi soir à 20h30, nous aurons ici le film de Christine Oberdorf qui s'appelle Les enfants du vide, et ce sera une soirée consacrée à la jeunesse et le climat, avec tous les collectifs sur Internet qui appellent aujourd'hui à une mobilisation générale. Donc 20h30 ici à la salle événementielle, ce sera samedi soir. On continue avec maintenant le délégué général et surtout le fondateur, le boss d'Atmosphère, monsieur Pascal Signolet. Dieu, quoi. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Moi, je vais remercier tous ceux qui nous aident et qui font que ce festival existe. Monsieur le maire de Courbevoie, tous nos partenaires institutionnels et privés, nos invités, les bénévoles, et puis aussi nos parrains, Jean-Pierre Bibring et Blancali, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Dire que ce festival, c'est un engagement pour le futur, et qu'on a toujours considéré que le développement durable, c'était aussi
la solidarité, l'aspect social. Et je voulais vous montrer un extrait de ce qu'on a fait hier, avant-hier, à la Défense, avec l'orchestre Ostinato et la Maison de l'Amitié qui s'occupe de personnes qui dorment dans les parkings, des personnes en difficulté. Et Ostinato et la Maison de l'Amitié ont produit un concert tout à fait exceptionnel. Au CNIT, je voulais vous montrer cet extrait pour vous montrer un peu aussi l'esprit du festival ailleurs que dans les salles de cinéma ou les tables rondes. Et le principe, c'est donc de faire collaborer des musiciens classiques avec des personnes en difficulté, et puis ensuite de poursuivre l'activité de leur... Et en même temps, les personnes qui travaillent dans les tours. C'est l'assemblage un petit peu. Il y avait aussi quelques salariés des tours, effectivement, oui. Heureusement que je suis là pour expliquer tous ces gens parce sans que compter. sinon, Voilà. Parce que là, tu les as perdus. Là. Ouais, Excuse-moi d'être boss, mais bon, à un moment donné, regardons l'extrait alors. Ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, ok. Merci pour eux, ouais. Voilà, donc on est vraiment très, très fiers, on les remercie beaucoup. Donc, ce festival est construit autour de l'art et de la science, existe pour rassembler sur des enjeux qui concernent notre avenir à tous, coopérer, créer des passerelles, du lien, innover, renforcer la solidarité au sein de notre société. Tout cela constitue la ligne directrice du festival qui est entièrement gratuit et ouvert à tous. Et on espère qu'il va continuer encore longtemps. Voilà. Merci à tous. Et je voulais dire aussi qu'on est très fiers de faire partie de la fête de la science et du programme de la science pour tous de la région. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pascal Signolet. Et vous pouvez vraiment l'applaudir très fort parce que il se démène toute l'année et applaudir toute l'équipe du festival. Vous savez, c'est une toute petite équipe. Une ovation pour l'équipe du festival. Voilà. Faites du bruit pour eux. C'est une toute petite équipe. Ils ne sont pas nombreux. Et je peux vous dire que depuis la rentrée, ils ne dorment pas beaucoup pour réussir à monter ce festival extrêmement exigeant et dont, une fois de plus, il faut le préciser, malgré le soutien de tous les partenaires, de toutes les personnes fidèles, eh bien, dont, une fois de plus, le budget a été bouclé il y a à peine une semaine. Mais parce que aussi c'est un festival militant et exigeant et qu'il est également très regardant sur la nature des partenariats, il faut que tout cela soit extrêmement vertueux. Donc, encore une fois, merci de les soutenir et merci d'être là ce soir pour cette soirée d'ouverture et pour ce festival. Alors, parmi les soutiens de la première heure, on parlait tout à l'heure bien sûr de la mairie de Courbevoie et de M. Jacques Kosowski. Il y a également l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que vous connaissez sous le nom de l'ADEME. Et j'invite M. Michel Gioria, le directeur régional de la région Île-de-France, à me rejoindre sur scène. Il est ici. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment allez-vous ? Plutôt bien depuis l'année dernière. L'ADEME toujours là ? Toujours, fidèle au poste. Vous attendez une question ? Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'on avait dit il a un truc à dire. Oui. Donc voilà, mais j'ai plein de questions. Ah, pas de questions. Bon, je peux y aller alors. Vous êtes venu en RER, en bus, en voiture en voiture, hop, et attention, ils vont mettre une note sur TripAdvisor. C'est vrai, oui. ça va être... Mais c'est une voiture électrique. Non, c'est une voiture thermique, mais je fais 4000 km par an en vélo électrique. Ah, très bien. Donc, ok, vous compensez avec vos mollets. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, parce que c'est le début de la vie qu'on va devoir avoir en 2050. Et c'est ce festival, et c'est ce type de festival qui nous permet de créer ces imaginaires. C'est extrêmement important. Grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est à un moment vraiment clé. Ça a été rappelé par Monsieur le maire, mais quelques chiffres vous permettent de mesurer le pas qu'on a devant nous. Aujourd'hui, chaque Français fait à peu près 10 tonnes de CO2 par an, grosso modo. Dans 30 ans, vous aurez quel âge dans 30 ans ? 45 ans. Ah, 42 pour moi. Ce n'était pas une vanne, merci. Dans 30 ans, ce chiffre devra être de 2 tonnes.
2 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'il faut qu'en 30 ans, on divise par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il va être, on veut que ce soit de 2 tonnes ou ça va être inévitablement Ça de 2 doit tonnes être absolument de 2 tonnes si on veut limiter la hausse de la température à la surface de la Terre de 2 degrés, ce que nous disent tous les scientifiques aujourd'hui. Sinon, au-delà de 2 degrés, on part dans des scénarios qui sont assez catastrophiques et même en s'adaptant, ça sera assez compliqué. Donc ça veut dire que chacun de nous doit prendre sa part. Prendre sa part, c'est faire évoluer notre alimentation, faire évoluer nos modes de déplacement, faire évoluer la manière dont on se chauffe, faire évoluer la manière dont on habite, faire évoluer nos loisirs. Dimanche, il y aura une table ronde sur le tourisme durable, c'est extrêmement important. On va pouvoir continuer à voyager, on va pouvoir continuer à faire du tourisme, mais il va falloir que petit à petit, on apprenne à faire différemment. Et donc pour faire ça, pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, on a besoin d'imaginaire. On a besoin de créer, d'échanger ensemble et de créer avec des artistes des récits de vie. On a besoin de donner envie autour de cette transformation de la société. On a besoin de montrer de nouvelles formes de solidarité, nouvelles formes de solidarité entre les territoires. On est sur un territoire extrêmement urbain qui va se transformer, mais c'est un territoire qui ne pourra pas, sur ce territoire-là tel qu'il est aujourd'hui, produire son alimentation. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il reconstitue autour de la métropole parisienne, par exemple, une ceinture maraîchère qui va devoir permettre de faire des circuits courts. Donc on va devoir avoir des solidarités territoriales qui vont être différentes. On va devoir aussi avoir des solidarités intergénérationnelles qui sont différentes et des solidarités entre vous et nous qui sont différentes. Parce qu'il y a certains secteurs économiques qui vont gagner, les producteurs de voitures électriques, mais les producteurs de vélos électriques, mais les producteurs de véhicules diesel ne vont pas forcément gagner. Et donc il va falloir organiser tout ce qui va permettre d'organiser cette transition progressive vers un nouveau mode de société. Et pour ça, on a besoin de la culture, on a besoin de l'engagement d'une ville comme Courbevoie, qui à travers la mise en place d'une agence locale de l'énergie et du climat, qui à travers son investissement dans des réseaux de chaleur à partir de géothermie, à partir de biomasse, à partir de chaleur fatale produite dans les data centers, va vous permettre à tous, sans le savoir, de vous chauffer à partir des énergies renouvelables. Voilà ce qu'on voulait dire. C'est pour ça qu'on est partenaire de ce festival-là. C'est parce que ce festival permet d'envoyer des débuts d'images de ce que la vie dans 30 ans sera pour nous. Merci beaucoup Michel, et merci infiniment à l'ADEME d'être présente chaque année. On vous retrouve dimanche bien sûr pour les coups de cœur. Dimanche, nous finirons d'ailleurs par un film en avant-première qui sortira la semaine prochaine, film de Pierre-François Martin Laval avec Isabelle Nanty et Gérard Depardieu et le réalisateur PEF, pour résumer, Pierre-François Martin Laval et Isabelle Nanty seront là donc à 19h pour la projection de Fahim. Alors, je vous propose maintenant, vous le savez, on aime bien les performances musicales pendant ces soirées d'ouverture. On vous avait fait il y a quelques temps, rappelez-vous, la 5e saison par exemple, les 4 saisons de Vivaldi qui ont donné une 5e saison pour augurer et signifier le dérèglement climatique. Ce soir, je vous propose d'accueillir un musicien camerounais qui a été élevé dans la forêt équatoriale d'Afrique centrale. Il a découvert un petit village à l'âge de 17 ans. Avant, il a vécu dans la forêt. Il a été dans la grande ville Yaoundé à 21-22 ans, est arrivé à Paris à 26 ans. Et tout à l'heure, dans les coulisses, je lui ai demandé est-ce que ça ne lui manquait pas la forêt. Il m'a dit j'ai un secret, je l'ai dans la tête. Donc voilà, quelqu'un d'extrêmement spirituel. Il sera sur la scène du Grand Rex le 17 octobre prochain pour les 85 ans de notre papa à tous, monsieur Manu Dibango. Je vous demande d'accueillir, d'ailleurs avant de vous demander de l'accueillir, je vais préciser également qu'il va jouer une improvisation sur les images du film de Yamina Benguigui qu'on a diffusé cet après-midi, Le Dernier Poumon du Monde. Et donc je vous demande d'accueillir monsieur François Essendi.
Merci beaucoup. François et Sandy, merci. Merci François. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore. Merci beaucoup. Et donc, une nouvelle fois, remerciements chaleureux à Yamila Benguigui pour les images de ce film, Le dernier poumon du monde. On a eu notre marraine artistique en ouverture de soirée. Avant de vous projeter le film de ce soir, nous allons accueillir notre parrain scientifique. Il est astrophysicien, spécialiste de la recherche spatiale et des conditions d'apparition de la vie. C'est lui qui a dirigé la mission Philae Rosetta pendant quelques semaines. On a eu les yeux tous ensemble, indépendamment de nos différences d'opinion, ethniques, religieuses, tous ensemble, la planète entière, a eu les yeux tournés vers le ciel pour savoir ce qui se passait à 500 millions de kilomètres de la Terre. Et on le lui doit. Monsieur Jean-Pierre Bibring. Salut. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. C'est pas la première fois que vous venez au festival. Vous avez participé plusieurs fois aux Laborigines de Marie-Odile Manchicourt. À chaque fois que je vous rencontre, j'ai l'impression de rencontrer Mick Jagger. Ça me fait le même effet. Vraiment, vous êtes une star. Vous êtes quelqu'un qu'on doit vraiment admirer parce que votre travail, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à vous, la science a quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'elle permet parfois aussi d'émerveiller et de faire rêver. Ce qu'on ne pense pas quand on fait des maths à l'école et qu'on enchaîne les équations. Et donc je trouve ça particulièrement beau. Donc voilà, je voulais vous le dire sans vous gêner, bien sûr. Mais ça me gêne un peu parce que vous êtes bien placé quand vous organisez un festival pour savoir que l'individuel n'a de sens que dans le collectif, et toutes les grandes aventures spatiales auxquelles j'ai eu la chance de participer, ces aventures incroyablement collectives. C'est vrai que la manière dont on en traite, surtout en France d'ailleurs, en mettant le projecteur sur telle ou telle personne, fait abstraction de cette chose qui est importante. Moi, je dirais que si la fierté n'est pas le mot, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir participé à des choses collectives et d'avoir coordonné, animé des collectifs. Ça, c'est des choses très, très belles. C'est ça ce que fait le festival. Et on parlait d'ailleurs tout à l'heure d'universalité. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de partage, de collaboration, et passer d'un système vertical à un système horizontal. Et la science et la recherche spatiale, et la recherche en général, le fait depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que vous parliez de collectif, mais on parle même de collectif au-delà des enjeux politiques et géopolitiques. Les États collaborent depuis longtemps. Oui, bien sûr. On ne peut pas non plus faire l'abstraction, même dans notre recherche, des enjeux qui sont des enjeux sociaux auxquels, effectivement, les contraintes politiques souvent s'y mettent aussi. Donc ce n'est pas vrai que c'est complètement débarrassé de cela. Mais c'est vrai qu'on peut, sur des enjeux purement scientifiques, de connaissances, qui ont d'ailleurs une finalité sociale très importante. Tout ce qu'on dit sur le climat, etc., provient d'une prise de conscience qui elle-même provient d'une certaine réalité scientifique qu'on a pu créer sur l'histoire et la géographie de la Terre, ce qu'elle représente, etc. Eh bien, cette réalité-là, elle s'est construite au travers de constructions qui sont essentiellement des constructions coopératives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye d'étendre ce champ des coopérations au-delà de la coopération traditionnelle qu'on a pu avoir avec la NASA des États-Unis ou même l'Agence spatiale européenne, avec d'autres agences qui correspondent à la volonté d'un grand nombre de pays maintenant de promouvoir réellement la science et la science spatiale comme un des vecteurs de progrès, dans le bon sens du terme, de développement pour eux. Et donc, on s'aperçoit qu'en travaillant avec eux, les barrières auxquelles on a l'habitude de s'affronter d'habitude n'existent pas, tout simplement. Et je pense que de ce point de vue-là, la recherche spatiale, mais il n'y a pas qu'elle, je sais que notre ami Michel Spiro l'a souvent dit à propos de ce qui s'est passé au sein du CERN, c'est exactement la même chose dans le spatial. On peut démontrer qu'il y a une manière d'avoir des relations entre les pays, entre les peuples, on peut même dire, qui est débarrassée des enjeux de la contingence du marché, du profit et de l'agressivité qui est actuellement sous-jacente à tous les rapports que l'on amène. Michel Spiro qui parle de coopétition en associant la compétition et la coopération. Absolument. On peut se challenger, être en compétition, mais une fois qu'on a réussi à un petit peu dire c'est moi qui suis arrivé le premier, on collabore et on partage les données. C'est important. Et pour l'enjeu dont on parle ici, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que les affaires climatiques, elles sont vraiment liées au fait que la planète est une et une seule, et que d'ailleurs il n'y a pas d'autres planètes ailleurs où on pourrait reconstruire. Tout à l'heure, quelqu'un y faisait allusion. Non, on ne pourra pas reconstruire ailleurs ce que la nature a construit pendant plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire une Terre habitable par l'homme. Eh bien, ce qui a été construit de cette sorte-là au cours du temps, qui est effectivement cette construction elle ne se réglera que si on saura tous ensemble affronter les enjeux.
Et c'est une des choses qui me plaît le plus peut-être dans ce festival ici, c'est à la limite, vous savez, l'enjeu climatique, c'est quelque chose qui a été initié par, et c'est la première fois je pense que ça se passait, une alerte et une alarme même qui venait de la science. Et les scientifiques, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans, mais guère plus que de 20 ans, tout le monde, certains se souviennent du fameux traité de Rio en 92, qui ont dit attention, il se passe quelque chose de très important. L'homme, comme on disait, et qu'on dit toujours, est en train de modifier le climat au point qu'éventuellement, à cause de la vitesse à laquelle le dérèglement se fait, il ne pourra pas lui-même s'y adapter. Donc cette alerte est venue là. Et une alerte qui vient de la science vers les politiques, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que les politiques ont toutes les raisons de ne pas le suivre. C'est pour ça que c'était long. Cela dit, long, ce n'est jamais que 20 ans. Et on a gagné de ce point de vue-là quelque chose d'important, c'est que la prise de conscience est réellement planétaire maintenant. Et elle a été, il y a une flambée en particulier d'actes de création artistique dans tous les champs de la création absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ce festival en est un témoignage remarquable. Mais je pense que maintenant, il y a un pas supplémentaire qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je suis très heureux de participer à ce festival, parce qu'il n'y a pas d'autres festivals qui ont été capables de mettre cet autre volet en perspective maintenant, qui est, par la lucidité que l'on a, maintenant, il faut passer à un autre cap. Et l'autre cap, c'est vraiment... il faut s'impliquer. Il faut que les gens s'impliquent à la fois individuellement et collectivement. Tout à l'heure, le maire nous a dit comment, au niveau des mairies, des villes, on devrait et on peut le faire. Mais ça va, à mon avis, encore plus loin que cela, parce que cette implication collective, elle doit se mettre sur les bons objectifs. Et les bons objectifs, et c'est là que je veux mettre en garde peut-être sur une idée, mais on la sent sous-jacente à tout ce qui se passe dans le cadre de ce festival. Quand on dit l'homme dérègle le climat, il y a quelque chose de fondamentalement vrai là-dedans. Et à cause de tout ce qu'a été le climato-sceptisme, à un moment donné, il a bien fallu montrer que ce n'est pas la nature qui fait ça, c'est l'homme par son activité qui effectivement enrichit l'atmosphère de gaz à effet de serre qui peuvent et qui vont dérégler le climat d'une manière durable. Ça, c'est certain. Mais si ce n'était que cela, et il fallait bien sûr obtenir que les gens aient cette lucidité-là, je pense que ça y est, c'est acquis. Et maintenant, le point suivant, c'est de prendre la mesure que ce n'est pas l'homme comme espèce vivante qui est responsable. C'est l'homme dans un mode de production très particulier. Si c'était l'homme comme espèce, il n'y aurait pas d'autre solution que supprimer l'homme, quelque part. Et ce n'est pas l'objectif que qui que ce soit devrait se fixer. Même s'il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il faut réduire, par une antinatalité, il faut réduire le nombre d'habitants sur cette planète. Non, je pense qu'il y a possibilité, même pour 10 milliards d'individus en 2050, de régler les problèmes liés à notre mode de production actuel, si on réalise que c'est bien le mode de production. Et je reviens à ce qui était dit au début. Ça suppose un tout autre rapport entre les gens. Tant qu'on a des rapports entre les pays qui sont basés sur le fait qu'il faut se défendre contre les autres, qu'il y a de l'agressivité, que c'est par la force qu'on gagnera, etc., on n'y arrivera pas. On n'y arrivera que si on comprend qu'effectivement, ce sont des pseudo-lois du profit, du marché, etc., qui ont profondément déréglé l'accès à l'énergie, qui est quand même le problème majeur maintenant. Et si on voit ce problème tel que, les scientifiques seront heureux parce qu'ils auront montré, un, qu'on peut s'attaquer à cela, et deux, qu'on peut réinventer des relations entre les gens qui feront abstraction de ces prétendues lois. Merci beaucoup Jean-Pierre Bibring, qui est donc notre parrain scientifique. Jean-Pierre qui sera samedi avec Pierre-Henri Gouillon pour un débat sur la question « Qu'est-ce que la vie ?» et c'est Marie-Odile Manchicourt qui animera cette discussion. Merci beaucoup et je précise que Michel Spiro, qui était notre parrain scientifique de l'année dernière et qui est également à notre comité scientifique, puisque les trois éminents scientifiques qui nous accompagnent sont Hubert Reeves, Michel Spiro et Jean Jouzel. Jean Jouzel qui a été prix Nobel de la paix, co-prix Nobel de la paix en 2007 avec Al Gore et les membres du GIEC, donc grand climatologue qui était l'un de nos parrains également au cours de ces nombreuses éditions. Donc Michel Spiro, c'est de lui dont je voulais parler, sera là dimanche après-midi pour également venir vous parler. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, on clôture donc avec Fahim dimanche soir. Je pense qu'il est temps maintenant de passer au film de la soirée, un film qui vous est présenté en avant-première, qui a permis à Emily Beachman d'avoir le prix d'interprétation à Cannes lors de la dernière édition. C'est un thriller entre des hommes et des plantes. Voici donc Little Joe de Jessica Osner, très bonne atmosphère. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci.